Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano. Je suis très content de vous avoir pour finir l'année avec un nouveau sportif, un peu plus jeune que les sportifs que j'ai déjà eus à ce micro. D'ailleurs, je vais te donner la parole, cher invité, pour te présenter. Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour à tous, bonjour Hermano. Alors mon nom c'est Clément Leduc, je suis un athlète de haut niveau et membre de l'équipe de France Espoir sur 10 000 mètres. J'ai 23 ans et donc je suis à la fois étudiant et athlète. J'essaie de combiner tant bien que mal les deux et d'être le plus performant possible dans les deux domaines. J'ai regardé un petit peu ton profil. Tu es membre de l'équipe de France Espoir. Tu cours sur la distance du 10 000, mais tu ne vis pas en France ces derniers temps. Alors, j'ai décidé de partir en août 2019 pour 2 ans aux États-Unis, donc pour réaliser mon master. J'ai été diplômé d'une L3 banque à l'université de Nantes et maintenant je suis à l'université de Portland aux États-Unis. Et j'ai intégré donc l'équipe de cross de l'université qui m'a offert une bourse pour courir sous le maillot de l'université et financer mes études. Donc réaliser mon master avec 9 heures de cours par semaine, du coup plutôt allégé par rapport à un master classique en France, mais très reconnu et avec des profs plutôt flexibles et qui adaptent ma pratique sportive à mes études. Tu es en train de nous dire que tu es un petit peu comme ces Américains qu'on voit dans les séries Netflix, dans les films où finalement tu t'éclates toute la journée à faire du sport et puis en même temps, même si aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, les études coûtent énormément cher, eh bien toi, tu as la chance d'être soutenu. Tu vas nous le dire d'ailleurs si c'est par l'université, si c'est par l'État fédéral américain ou par l'État de Portland, mais donc tu es soutenu par des instances américaines pour pouvoir, pratiquer ton sport, 2, représenter évidemment l'équipe universitaire dont tu fais partie, et 3, mener à bien tes études et donc être diplômé à la fin de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Du coup, donc l'université, c'est le coach de demi-fond. Du coup, pour moi, c'est l'athlétisme, c'est uniquement le cross dans mon université, et donc c'est le coach de cross qui décide à combien d'étudiants il peut offrir la bourse. Il a l'opportunité d'offrir soit à 10 athlètes 100% de bourse, ou soit 20 athlètes 50% de bourse. Et il y a au moins 6-7 athlètes de l'université à qui il offre une bourse 100%, dont moi. Et donc c'est l'université qui m'offre la bourse et elle paye pour mes études, pour mon logement et pour la nourriture. Et donc je vis dans une petite maison juste à l'entrée de l'université et tout est pris en charge pour moi. J'ai les infrastructures, les kinés, le groupe d'entraînement, tout ce qu'il faut pour progresser. Donc je peux aussi profiter de la vie américaine, mais vu que j'y suis allé principalement pour le sport, je ne sors pas trop, je suis 100% concentré dans l'entraînement et j'essaie de optimiser au maximum ma récupération. Et là, j'ai pas encore eu de vacances pour pouvoir de vacances sur place pour pouvoir visiter les États-Unis, parce qu'il y a eu la période du coronavirus et donc on a peu à peu terminé la saison. Mais cette saison, j'irai peut-être visiter quelques villes, mais pour le moment, je suis juste concentré sur
sur le sport et voilà, j'y suis allé vraiment pour optimiser le sport et j'ai pas trop visité les États-Unis, je n'ai pas fait beaucoup de fêtes et que c'est principalement pour le sport que je suis allé là-bas et pour les études. Et donc le diplôme de l'université de Portland est très reconnu à l'échelle internationale. Donc pour travailler en France, j'aurai des belles opportunités avec ce master. Peut-être même mieux que si j'avais fait un master en France, certainement mieux. Ok, bon, on va parler peut-être un petit peu de tout ça dans la deuxième partie de ce podcast où on va aborder déjà ta carrière actuelle et puis ton éventuelle reconversion après le sport. Moi, j'aimerais déjà savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, à vivre entre guillemets cette vie de rêve de sportif à l'américaine. Comment est-ce que tu as découvert le sport et quel a été après ton cheminement vers le haut niveau, les études et puis le choix de partir aux États-Unis? Alors ça a commencé en troisième où j'ai gagné le cross départemental régional de UNSS et j'ai fait 15e aux France. Du coup, les professeurs d'EPS ont trouvé que c'était une super performance et ils m'ont incité à faire de l'athlétisme, mais moi je n'aimais pas du tout ça, j'aimais vraiment le foot et je voulais continuer le foot. T'es en train de nous dire que en troisième, donc tu faisais ton petit sport scolaire, donc pour les Français et l'UNSS ça devrait parler, hein. Moi je sais que je me suis éclaté sur l'UNSS aussi, mais donc l'UNSS c'est l'Union nationale du sport scolaire si je ne m'abuse, et donc c'est bien ça. Donc, tu faisais ton sport à l'école, au collège plutôt, et puis de temps en temps on nous incitait à participer à des compétitions dites UNSS, donc d'un point de vue régional et puis national. Et toi, tu t'es retrouvé sur le cross comme ça parce que c'est souvent, si je me souviens bien, au collège, le passage obligé. Quand on est au collège, on doit tous aller sur le cross UNSS. Et puis le gars, comme ça, tranquille, tu gagnes. Puis après, on te balance au championnat de France, c'est ça. Alors que t'avais jamais fait d'athlète de ta vie. C'est ça. En fait, on était dans une section sportive. Du coup, on avait vraiment un collège très performant au niveau du sport, dont notamment les footballeurs qui étaient très bons. Et moi, je faisais du foot et on nous a obligés à faire le cross du collège. J'ai gagné le cross du collège. Pareil pour les départementaux et régionaux que j'ai gagnés et dont je m'attendais absolument pas à gagner et les professeurs de PS non plus. Et on s'est qualifié au championnat de France du coup par équipe et j'ai fait 15e. Et moi j'étais très déçu parce que je voulais gagner, mais j'ai compris quelques années plus tard que le niveau était très relevé et que 15e c'était déjà très bien. Et donc on m'a dit il faut que tu fasses de l'athlétisme. Et je me suis inscrit parce que on m'a vraiment incité à le faire, mais je n'aimais pas du tout ça et je n'allais pas aux entraînements. Et je voulais continuer le foot. Et l'année d'après, je me suis blessé pendant 8 mois et il a fallu que je décide un des deux sports parce que c'était trop de faire les deux. Et donc, j'ai décidé de rentrer en section sportive au lycée du même, lycée La Collinière, même collège lycée. Et donc j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis dit bon on va voir. Je suis éthiopien d'origine et les Éthiopiens sont très performants. Alors je vais essayer de voir si vraiment je peux gagner. Voilà. T'aurais pu être soit kényan, soit éthiopien. Bon c'est tombé sur la case éthiopien. Bon, quoique les Éthiopiens, non, sans déconner et sans partir dans les mauvais jeux de mots, mais les Éthiopiens, vous êtes plutôt sur du foncier, non, sur du long plutôt que sur du court. Il y a un Éthiopien qui est très bon sur 800 dans le monde, mais sinon c'est principalement à partir les 5000, 10 000 semi-marathon, les Éthiopiens sont globalement très performants. Et quand on va en Éthiopie, on se rend compte qu'il y a un vivier énorme d'athlètes avec un énorme potentiel, notamment parce que peut-être physiologiquement, le fait qu'à l'altitude et le fait qu'ils veulent tous en faire leur métier, du coup il y a un grand nombre d'athlètes qui essayent d'être performants et les meilleurs parmi ceux-là sont les meilleurs au niveau mondial. Ouais, l'émulation de groupe, la bonne vieille émulation de groupe où quand on s'entraîne seul, on a parfois la rigueur, on a parfois l'objectif et la vision à long terme, mais par contre quand on est en groupe, si on arrive à être relativement raisonnable et pas se laisser embarquer dans des allures qui sont pas à nous, en général ça permet aussi d'évoluer et de progresser de manière fulgurante par rapport à un entraînement seul. Pour revenir sur l'UNSS, je voulais quand même te raconter ma petite anecdote parce que je te l'ai dit en off, ça fait rêver en fait quand on t'entend parler des États-Unis, des études, etc. Donc je disais que l'UNSS je connaissais aussi, mais moi je me suis un peu battu pour aller jusqu'au championnat de France UNSS en triathlon, qui était dans ma région, hein, sinon j'aurais certainement pas pu y aller. Et moi j'étais aussi dans les 15e, mais plutôt
en partant de la fin, pas en partant du début. Donc petit vénard, je t'envie. Non bon, revenons un petit peu au sérieux. Donc tu nous as dit tu gagnes les départementaux, les régionaux, tu fais 15e aux France. C'est vraiment ça qui a déclenché en fait le début de ta carrière sportive. Oui, c'est ça. Bah c'est ça qui a montré aux professeurs de PS que j'avais un potentiel et eux ensuite m'ont incité à le faire. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué le foot, honnêtement. Ouais, clairement, parce que c'était plutôt ma passion et pourtant j'étais pas très bon au foot. Bah, si je compare avec le niveau que j'ai atteint en athlétisme, j'aurais jamais rien fait au foot, mais c'était plutôt par passion. Si on m'avait pas incité, je me serais pas lancé dans l'athlé. Et maintenant, évidemment, je regrette pas. Si je devais refaire le choix, je le referais l'athlétisme m'a beaucoup apporté. J'ai continué parce que j'ai vu que j'ai commencé et j'ai vu que j'avais un potentiel. Je me suis donné vraiment les moyens de devenir le plus performant possible et après ma blessure, j'ai fait une bonne saison. J'ai fait 6e au championnat de France sur 3000 mètres en cadet. Là, on parle plus des championnats de France UNSS, hein, on parle vraiment des championnats de Là, France. non, là, c'est fédéral, cadet fédéral. Bonne saison, j'ai fait 8,38 aux 3000 mètres. Et en cadet, c'était plutôt bien. Et donc, ça m'a motivé pour la suite. Après, je me suis reblessé pendant 5 mois. Et j'ai eu du mal à revenir de ma blessure. Mais après ça, je n'ai cessé de progresser. L'année d'après, j'ai intégré l'équipe de France en cross, en junior, du coup. Et on a gagné les championnats d'Europe de cross par équipe. Et là, c'est vraiment là que ma motivation était au maximum et je me suis investi à 100% dans l'athlétisme. Alors pour recadrer un petit peu, hein, tu nous disais que donc tes premiers essais, tes premiers amours en athlétisme, c'était sur cross en 3e. Donc en 3e, on a 14-15 ans, hein, si je me souviens bien. C'est peut-être aussi ça qui a fait que tu t'es plutôt orienté vers l'athlétisme que vers le foot, parce que 14-15 ans en foot, les jeunes de 14-15 ans sont déjà en centre de formation et ils sont déjà encadrés, alors que l'athlé, on a encore la possibilité de commencer beaucoup plus tard, non? Beaucoup de jeunes aiment le foot. On commence presque tous par le foot. Donc les talents, ils sont détectés très tôt et à 14-15 ans, la sélection est déjà faite et c'est assez compliqué de devenir professionnel. Alors qu'en athlé, il y en a qui deviennent professionnels à 23, 24, même 25 ans. Il y a encore des surmarathons, il y en a qui performent très tard et voilà, il n'y a pas de limite d'âge réellement. Alors, donc tu découvres tu découvres la course via le cross UNSS, tu commences à faire des résultats, le palmarès commence à grossir. Malgré tout ça, tu continues des études classiques, donc tu continues le lycée, après le lycée, le bac. Est-ce que donc tu nous as dit que tu étais en section sportive, mais est-ce que du coup ça signifiait un peu comme ce que tu vis actuellement aux États-Unis, que tu étais vraiment dans des sections avec des horaires adaptés, ou tu avais les mêmes cours, les mêmes horaires que tout le monde? Non, c'était des horaires adaptés. Donc on pouvait pas finir plus tard que 16 heures pour pouvoir s'entraîner entre 16 heures et 18 heures. Et on était également très bien suivi au niveau médical. On avait des tests d'effort, on voyait cardiologue, médecin du sport et on avait une kiné qu'on pouvait voir toutes les semaines. Donc et là, c'était vraiment vraiment top pour pouvoir progresser. Et on avait un bon groupe d'entraînement également. T'as vraiment déjà commencé à goûter au haut niveau et à cette vie de sportif encadré avec un staff qui prend soin de lui, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau médical, au niveau coaching, tous les encadrements dont peuvent bénéficier les sportifs professionnels. Voilà, exactement. Donc, le bac, et après le bac? Après, je suis allé en fac d'économie pour faire une licence. Bon, j'étais intéressé par l'économie, le management, la finance et tout ça, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. Du coup, j'ai suivi cursus normal L1, L2 et arrivé en L3, j'ai choisi la banque parce que j'ai eu des relations avec des personnes en banque et ça m'a donné envie de me lancer dans le domaine et j'ai fait une licence 3 banque. Mais cette année-là a été particulièrement dure parce qu'on avait énormément de cours. On avait au moins 30 heures de cours par semaine et moi, je m'entraînais des fois. Ça m'est arrivé des jours de m'entraîner à 6 heures. Donc, je commençais à 8 heures, je m'entraînais à 6 heures et je finissais à 20 heures, m'entraîner à 21 heures. Donc, ça faisait des grosses journées et très peu de temps pour la récup. Donc, je me suis blessé au premier semestre. Du coup, j'ai eu une trop grosse charge de travail. Je me suis blessé
et c'est là que j'ai décidé de pas faire mon master dans les mêmes conditions et de partir, de trouver un moyen de pouvoir m'entraîner plus et récupérer mieux. Donc du coup les États-Unis étaient vraiment le plan idéal. Alors avant de passer sur la partie États-Unis justement, est-ce que déjà sur ces premières années, tu commençais à ressentir le besoin de financer ta carrière? Alors entendons-nous, hein, quand tu as 14, 15 ans, jusqu'à 18 ans, tu fais ton bac, j'imagine que tu vis chez tes parents ou donc là tes parents te prennent peut-être un peu en charge. Malgré tout, il y a le matériel à acquérir, il y a peut-être des frais de coaching, enfin tous les coûts qui sont annexes, qui sont autour, et puis les déplacements pour aller sur les compétitions, peut-être que tes parents ou tes proches voulaient venir avec toi au niveau des compétitions. Comment est-ce que ça se passait à ce moment-là d'un point de vue organisationnel, logistique, financier, et est-ce que tu as commencé à ressentir le besoin d'être accompagné financièrement par des partenaires ou des sponsors? Bah, honnêtement, quand on commence à rentrer en L1, on commence à être un minimum indépendant. Nos parents, ils nous logent, et quand c'est dans notre ville, nos parents nous logent et prennent en charge notre nourriture. Mais en tant que sportif, et on a du matériel à acheter, on a des déplacements pour des compétitions et les stages. Ce qui à mes yeux coûte le plus cher, c'est les déplacements en stage. Donc évidemment, là, ça commence directement. On a besoin de financement, on a besoin de partenaires pour payer les chaussures, le matériel d'entraînement et les stages. Et là, la question se pose. Et pour moi, là, la question elle s'est posée très vite. J'ai très bien su que pour progresser, il fallait que je parte en stage à Font-Romeu principalement. J'y suis allé en L1. Et le coût du stage à Font-Romeu, c'est bien 700-800 euros. Donc quand on est étudiant et qu'on travaille pas, on peut travailler l'été, mais toujours en faisant un petit sacrifice sur la pratique sportive. On peut travailler l'été, mais le reste de l'année, c'est compliqué d'avoir des rentrées d'argent. Donc oui, clairement, si on veut être à haut niveau très tôt, on a besoin de financement. Et moi, ça a été un besoin fondamental au tout début de ma carrière. Parle de ton début quand tu avais 18-19 ans, quoi. 18 ans, je pense, j'ai commencé la L1 et ouais, je suis parti une fois en stage, j'ai payé mon stage et ça m'a coûté plutôt cher et j'ai voulu repartir en stage et forcément là on n'a pas les moyens, du coup j'ai essayé de travailler l'été et là, si on travaille 2 mois l'été, bah c'est sûr qu'on sacrifie un bon mois d'entraînement et surtout qu'il y a les compétitions, on peut pas travailler en juillet août parce que les championnats de France c'était fin juillet. Du coup, si on commence à travailler en juillet alors qu'on doit préparer les championnats de France et en étant au top de sa forme, c'est pas possible. Du coup, je sacrifiais le mois de juillet. Enfin, je ne travaillais pas au mois de juillet et c'était très dur de trouver un contrat juste sur un mois. Tout à l'heure, tu as parlé de Font-Romeu, super spot hein, où je me suis déjà organisé des stages avec des copains. Et puis d'ailleurs, un petit ping à Kylian Tanguy qui nous écoute, qui a un podcast quotidien sur l'actualité sport qui dure 1 ou 2 minutes. Donc Kylian, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, un petit coucou à toi. Il réside à Font-Romeu, il étudie là-bas, donc voilà, on pense bien fort à toi. Ouais, effectivement, les stages, ça commence à devenir onéreux. Et du coup, comment est-ce que tu as réussi à passer outre ce problème de financer ton stage, ton début de carrière, ton matériel, tes déplacements, etc. Tu nous as dit, tu as essayé de bosser un peu l'été, mais à ce micro, Eléa Mariama Diarra, qui était la première invitée du podcast, nous disait que c'était très difficile pour elle d'avoir un emploi, même à mi-temps, et cumuler ça avec une préparation olympique, parce que finalement, c'est très fatigant. Au niveau de la récupération, c'est assez difficile quand on est athlète de haut niveau. Est-ce que toi, du coup, tu as immédiatement essayé d'opter pour la case chercher des partenaires, chercher des sponsors, aller voir papa, maman, la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines. Comment est-ce que tu as réussi à passer cette étape? Alors moi, c'est déjà j'ai travaillé le mois d'août, du coup qui m'a pu me faire une petite rentrée d'argent. J'ai pas cherché de partenaire privé parce que je pensais fortement que mon niveau n'était pas nécessaire et c'était vrai, mon niveau n'était pas nécessaire pour trouver un sponsor alors que j'étais junior et que j'avais rien fait au niveau international. En vrai, honnêtement en athlétisme, il y a de faibles sources de revenus en athlétisme, du coup, je pensais très bien que en junior, c'est assez compliqué de trouver des partenaires. Si tu fais un finaliste ou podium à un championnat international, là, il y avait des jeunes qui signaient des contrats chez Nike, Adidas ou Asics, mais sinon, ils regardent plutôt les athlètes olympiques. Les partenaires privés regardent plutôt les athlètes olympiques. Du coup, j'ai pas cherché de partenaire privé. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une aide de la région
quand on rentre au pôle espoir. Du coup, j'ai touché cette aide la première année. Du coup, ça m'a aidé et ensuite après ça, les deux années suivantes, j'ai juste évité de partir en stage. Du coup, je m'entraînais chez moi et en essayant de limiter les coûts. Mais voilà, principalement ça. Et je pense que c'est ce que font la plupart des jeunes qui ne trouvent pas de financement. Ils s'entraînent chez eux, ils optimisent sur le sommeil, l'hydratation et les étirements, pour optimiser l'entraînement, mais ils partent pas en stage. Et à moins que leur club peut financer une partie des stages, il y en a qui ont cette chance-là, mais sinon on essaie juste de s'en priver. Le fait d'être intégré dans l'équipe de France, tu nous disais que tu as très vite intégré l'équipe de France. Est-ce que justement tu as été aidé à ce niveau-là par la fédération ou pas du tout? Alors non, la fédération elle aide pas les athlètes de mon niveau. Elle nous aide via des stages. On a un stage toujours en janvier au Portugal à Montegordo, ce qui est top. J'adore ce stage et ça m'a bien aidé à progresser. Mais à part ça, non, il n'y a pas d'aide financière et c'est juste des stages. Et moi, mon niveau m'a permis uniquement de participer au stage de Montegordo en janvier. J'ai pas pu faire les autres stages en novembre et en avril. Parce qu'il y a énormément d'athlètes qui sont sur liste et qui sont dans l'équipe de France, donc il faut limiter le nombre de personnes en stage et je n'ai pas pu faire tous les stages. Donc ça c'est sur ta partie française, on va dire, sur une première partie de ta vie. Et puis tu nous as dit août 2019, tu as pris la décision de partir aux États-Unis pour rejoindre l'université de Portland, qui avait accepté de t'intégrer dans l'équipe. Alors justement, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais une demande? Est-ce que c'est un recruteur de l'équipe universitaire de Portland qui se balade un peu partout dans le monde et puis qui voit un petit jeune, il fait oh là là, celui-là il a du potentiel, oh, je le veux, il me le faut, yeah. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de moyens de détection. En fait, il y a des personnes qui ils ont monté des agences en France ou en Europe et qui contactent directement les athlètes qui pourraient potentiellement bénéficier d'une bourse et être intéressés par une bourse américaine. Il y a toi-même, tu vois des athlètes qui performent aux États-Unis, tu vois qu'ils y sont allés, que ça marche pour eux, tu te dis bah je vais me renseigner là-dessus pour voir si ça peut marcher pour moi et si je peux obtenir une bourse. Et il y a des coachs je pense qu'ils n'ont pas vraiment le droit, mais il y a des coachs qui envoient des mails en message sur Messenger en disant ouais, faudrait que tu rejoignes mon équipe, je te promets, je peux avoir une bourse, tout ça. Donc moi j'ai reçu un message j'ai reçu plusieurs fois pendant ma scolarité des messages de coach. Je ne prenais pas ça au sérieux, je portais pas attention. Mais un jour j'en ai reçu un justement juste l'année en début 2019. Et j'ai regardé, il m'offrait une bourse et dans une université franchement ça avait l'air super intéressant. Il m'a envoyé une vidéo de l'université, franchement je me suis dit wow, si c'est réel, c'est vraiment énorme. Et j'ai rencontré des gens qui y sont allés, du coup des athlètes français, et notamment un bon ami à moi, Yosi Gosdoué et Emmanuel Rudolph Lévis ils m'ont dit que ça s'est très bien passé pour eux et que c'était un bon plan. Du coup, j'ai commencé à regarder des universités et il y en avait qui m'intéressaient et j'ai commencé à parler avec eux en juillet 2019 donc et là j'ai commencé à parler avec eux et il a fallu 1 an pour mettre en place tout le processus. Donc c'est plutôt long, il faut que on remplisse énormément de papiers, qu'on fasse traduire nos bulletins, qu'on les envoie et qu'on ait plusieurs validations de la mairie, du collège, du lycée, tout ça, c'est plutôt long à faire, mais soit tu passes par une agence et l'agence te facilite la tâche, fait tout pour toi. Les agences dont j'ai parlé tout à l'heure. Une petite commission sur la bourse au passage. Tu payes le service qui est plutôt un prix plutôt élevé. Et donc moi je me suis débrouillé, j'ai fait ça tout seul, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais j'ai pu le faire et ça m'a coûté beaucoup moins cher et le coach a validé la bourse, le directeur des études internationaux a validé mes notes, fallait que ça soit validé, que mon diplôme soit reconnu aux États-Unis et donc ils ont accepté ma licence quand je l'ai obtenue en France et ils ont finalisé les procédures et au bout d'1 an, c'est bon, tout était validé, j'ai été pris en master là-bas. Précisé, faut passer le TOEFL et un autre examen pour le master et il faut avoir une note la note requise, donc faut déjà parler un minimum anglais.
ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'y aller non plus. Non, bah non. Honnêtement, il faut déjà un bon niveau sportif pour être accepté dans les meilleures universités. Mais après, on peut choisir des universités un peu moins bien classées. Moi, je voulais vraiment une université qui était très performante en cross. Du coup, j'ai choisi l'université de Portland, qui a fait 3e l'année précédente et 2e l'année d'avant aux nationaux américains, ce qui est plutôt énorme. Et voilà, j'ai surtout misé sur le côté sportif de l'université plus qu'académique. Et j'ai pu être accepté à Portland, mais je pouvais pas être accepté à Stanford, à Harvard, par exemple, parce que mes notes n'étaient pas suffisantes. Et voilà, du coup, il y a la partie académique, la partie anglaise et la partie sportive. Et si on n'est pas pris dans les top universités à ce niveau-là, on peut viser des universités un peu moins réputées ou même des universités de division 2 ou division 3. Ma sœur habite aux États-Unis, elle habite à Boston justement, donc pas très loin d'Harvard, et on a eu la chance d'aller visiter et de faire le petit tour pour les touristes. J'imagine que tu as eu le droit aussi en tant que nouvel arrivant à Portland. Rien ne t'empêche, une fois que tu as fini ton master, après d'aller faire une petite spécialisation à Harvard par exemple, non? Bah je sais pas comment ça se passe. Après faut voir si il y a une question d'éligibilité aussi. Tu as le droit de faire 5 ans après le bac. T'as le droit d'avoir une bourse pendant 5 ans après le bac et plus une année si t'es en sélection nationale, si t'as couru pour ton pays. Du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir 6 ans parce que j'ai couru pour la France, mais il me reste du coup 2 ans de bourse et pour pouvoir aller à Harvard, il faudrait que j'arrête au bout d'un an et que je fasse 1 an à Harvard. Et sinon, il faut payer il faut payer nous-mêmes l'université. Et ce qui est c'est un prix très, très conséquent. Je sais que c'est assez variable selon l'université, mais en tout cas, le chiffre que j'avais pour Harvard, pour les élèves non boursiers, parce qu'il paraît quand même qu'il y a plus de 70% des élèves qui sont boursiers à Harvard, ça tourne autour de $70,000 l'année. Hein. Donc, ça donne un petit peu une idée du coût de la scolarité outre-Atlantique. De mémoire, c'est ça. De mémoire, Harvard, c'est 74 000. Et Portland, c'est $62,000 l'année. D'accord. Donc là, ils t'offrent 2 ans de scolarité, 62 000 fois 2, plus le logement, plus l'alimentation, la nourriture, plus le staff d'entraînement sportif, plus le staff médical. Enfin, t'es vraiment comme un coq en pâte. Ouais, c'est exactement ça. En fait, leur sport universitaire ramène énormément d'argent aux universités, mais ils ne peuvent pas financer les sportifs. Du coup, parce que les sportifs doivent rester amateurs, t'as pas le droit de toucher d'argent quand t'es étudiant. Du coup, ils redistribuent à tous les étudiants et ils offrent des bourses, du coup, là, complètes, tout ce dont t'as besoin pour t'entraîner et vivre à partir du moment où c'est pas un surplus considéré comme un salaire. C'est pour ça que, en tant que sportif, on peut bénéficier de tout ça. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais intégré l'équipe de France. Tu as couru pour la France, qui te permet aussi de gagner, entre guillemets, une année de financement en plus aux États-Unis. Tu pourrais faire 6 ans post-bac. Est-ce que tu continues à courir pour la France, malgré le fait que tu vives et que tu t'entraînes aux États-Unis pour tout le reste de l'année, ou du coup, le fait que tu sois parti à Portland, que tu aies intégré l'équipe universitaire, ça t'oblige à ne courir que pour l'équipe universitaire de Portland? Alors, non, déjà, on peut pas courir pour l'équipe nationale américaine, mais oui, du coup, t'as carrément le droit de courir pour ton pays à partir du moment où les compétitions n'ont pas lieu pendant la période où t'as des compétitions aux États-Unis. Et si on a une compétition aux États-Unis en même temps que les championnats d'Europe et que moi je suis qualifié aux championnats d'Europe, le coach va être flexible et va dire bah oui, je te laisse courir les championnats d'Europe car c'est très important. Mais pour l'instant, ça a pas lieu au même moment. Du coup, la question ne s'est pas posée. Il y a juste pour les Europes de cross qui ont lieu une semaine après les nationaux américains. Du coup, je peux pas faire le cross de sélection pour le championnat d'Europe de cross, donc je ne peux pas participer au championnat d'Europe de cross. Bon, il te restera les mondiaux. Oui, si je suis qualifié, oui, il restera les mondiaux et ça a lieu en mars. Du coup, il y a pas de souci. J'aimerais bien évidemment me qualifier et les coachs me laisseront faire la sélection sans souci. Alors, le but de ce podcast est quand même de parler du financement de ta carrière de sportif de haut niveau. À force de travail, tu as l'opportunité de pouvoir étudier et t'entraîner aux États-Unis. J'aime pas parler de chance parce qu'effectivement, c'est une opportunité qui t'est donnée à force de travail que tu as réalisé depuis que tu étais gamin, entre guillemets. Malgré tout, est-ce que tu réfléchis déjà à la suite? Donc, tu nous as dit 2 ans, peut-être 3 d'études aux États-Unis pour avoir ton master. Qu'est-ce qui
qui se passe après? On part dans le meilleur des mondes, tu valides tes années, ton diplôme, t'as ton master. Allez, avec un peu de bol, tu remportes les championnats nationaux, enfin ton équipe remporte les championnats nationaux. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors déjà, évidemment, je pense à la suite. Je ne fais que penser à la suite. J'essaie de planifier qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine pour continuer ma pratique sportive, pouvoir en vivre. Donc c'est si je fais un exploit et que je remporte si on remporte par équipe les nationaux et que moi je fais une super place individuelle, je pourrais obtenir un contrat par une marque américaine, donc intégrer un groupe d'entraînement américain qui prend en charge, un peu comme l'université, qui prend en charge tous tes frais et qui te paye un salaire. Du coup, ça, ce serait l'optimum parce que avant que les chaussures, les chaussures Nike entrent en jeu, avec 28-30, tu pouvais devenir pro. Mais maintenant, peut-être qu'il va falloir courir un peu plus vite. Mais si t'arrives après à atteindre ce niveau de performance, t'intègres un groupe professionnel américain. T'as vraiment ce qu'il faut pour très bien vivre et continuer à t'entraîner. Mais si ça n'arrive pas, je reviens en France et je vais essayer de trouver des sources de financement, soit des partenaires privés, soit un club qui me finance suffisamment pour pouvoir m'entraîner ou ça serait le mieux que je puisse avoir. Mais si c'est pas possible, je vais devoir me contenter un job à mi-temps et continuer ma pratique sportive. Donc là les prochains mois vont être déterminants sur la suite de ma carrière. Si je peux pas continuer si je peux pas avoir de source de financement, de rentrée d'argent avec l'athlète, je vais devoir travailler à mi-temps ou plein temps et je vais devoir mettre l'athlète de côté malheureusement. Donc la période actuelle n'est pas très propice au sport, donc c'est difficile de voir clair et voilà. Donc je sais pas trop de quoi l'avenir sera fait pour moi et je vais juste essayer d'être le plus performant possible cette année et on verra ce que ça va donner du coup. J'ai eu quelques athlètes à ce micro qui m'ont parlé souvent de deux possibilités. L'armée des champions, puisque en France on peut intégrer l'armée en tant que sportif de haut niveau et à ce titre, bénéficier d'une réduction de temps de travail, mais tout en étant quand même militaire, donc présent. Et puis aussi des fameuses CIP, les conventions d'insertion professionnelle qui sont réservées pour les sportifs de haut niveau, qui permettent là aussi d'être déchargés à 80, 90, 95, 100% de son temps de travail, tout en étant salarié pour une entreprise. Est-ce que c'est des choses auxquelles toi tu as pensé si jamais tu devais revenir en France? Oui, donc pour l'instant j'ai pas pensé à l'armée, mais j'ai pensé au CIP et c'est une possibilité. Après, je t'avoue que je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Je sais pas comment ça se passerait pour moi et quelles sont les démarches. Mais si je peux trouver une entreprise qui me permet d'être détaché à même entre 50 et 80%, ce serait le mieux. Mais si je peux trouver une entreprise qui me détache à 50, 60%, ce serait vraiment top. Et je vais commencer à chercher ça pour l'année prochaine, oui. Donc au niveau du financement, on a bien compris que pour toi, pour l'instant, à force de travail, tout roule. Que au niveau des perspectives de reconversion, tu réfléchis déjà à pas mal de choses et vu comment tu nous as expliqué comment tu avais réussi à intégrer l'université de Portland, nul doute que la reconversion va bien aussi se préparer et tout va bien se passer pour toi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des relations que tu peux avoir avec la fédération? Franchement, je suis pas trop en contact avec eux. Quand j'ai fait les sélections ou les stages avec eux, ça s'est plutôt bien passé. Et après, moi, j'ai pas fait de médaille ou finaliste aux Europes ou mondiaux. Du coup, je suis pas un maillon important de l'équipe de France jeune, donc je suis pas trop en relation avec eux. Et il y a juste mon coach qui est à la Fédé. Je parle avec lui quand j'ai des demandes ou des soucis, mais sinon, je suis pas particulièrement en lien avec la Fédé. Et comment ça se passe au niveau de la relation entre les petits jeunes comme toi et ceux qui sont déjà bien établis? Je sais pas, est-ce que vous avez l'occasion en tant qu'athlète de l'équipe de France espoir de rencontrer des Christophe Lemaître, des Pierre-Ambroise Beauce, toutes ces têtes de pont, ces
ces têtes de liste de la Fédération française d'athlétisme où ce sont vraiment deux mondes différents. Vous les regardez de très haut et puis eux ne vous voient même pas? Ah non, honnêtement, c'est pas ça. Ils sont vraiment gentils avec les jeunes. Ils partagent leur expérience, ils donnent des conseils et quand on est en stage avec eux, ça se passe très bien. Il y a pas de personnes qui se sentent au-dessus du lot ou qui dénigrent les autres. Franchement, c'est une très bonne ambiance. Les stages que j'ai pu faire avec les meilleurs Français seniors, ça s'est très bien passé. J'ai très bien échangé avec eux et franchement, ils étaient tous agréables et accueillants. Ils savent qu'on est jeunes et que on découvre et que eux aussi sont passés par là. Donc franchement, il y a une bonne ambiance et j'ai vu de l'humilité chez chacun d'eux. Alors tout à l'heure, tu nous disais que avec la relation avec la Fédé, c'était cordial, on va dire, que malgré tout, pour tout ce qui est recherche de partenaires, recherche de sponsors, recherche de financement, coup de pouce pour financer ta carrière, ils n'étaient pas forcément ultra présents. Est-ce que vous avez un petit peu, est-ce que vous avez le droit à un petit peu d'entraide de justement toutes ces stars de l'athlète français? Est-ce que eux viennent vers vous, vous filent des coups de main, vous mettent en relation avec des entreprises qui potentiellement pourraient vous aider, ou c'est un petit peu chacun son précaré? Honnêtement, par rapport à ça, c'est plutôt les clubs, c'est plutôt les représentants des clubs qui t'aident à chercher des partenaires privés ou publics. C'est pas vraiment les autres athlètes, on n'a pas vraiment de conversation par rapport à ça, honnêtement. Juste quand on voit un athlète qui est sponsorisé par une entreprise, ça peut nous motiver, nous inciter à les contacter pour également avoir le même sponsor. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment moi, en tout cas, j'ai pas connu j'ai pas connu ça, j'ai pas demandé à tel ou tel athlète d'aide pour trouver des entreprises. Je me suis plutôt débrouillé par moi-même avec l'aide des clubs et des gens dans notre entourage. Clément, on avance un petit peu dans le temps au niveau de cette interview. Ce que je te propose, c'est de passer un petit peu au jeu des questions-réponses. Tu peux jouer le jeu en répondant très rapidement, tac au tac, une réponse très courte, ou alors tu peux t'étaler et puis prendre tout le temps nécessaire dont tu aurais besoin. Quel est ton meilleur souvenir de sport? Gujan-Mestras, c'est le cross de sélection pour les championnats d'Europe de cross en junior et c'est là où j'ai décroché ma première qualification en équipe de France contre toute attente en fait. J'ai plutôt déjoué les pronostics. Moi-même, j'étais surpris personnellement. À l'inverse, quel est ton pire souvenir de sport? C'est plutôt dur. Les championnats de France de la même année, les championnats de France de cross où j'ai abandonné à Plouay parce que j'ai pris un départ trop rapide et il y avait énormément de boue et la fatigue du départ de course plus la boue, j'arrivais plus à respirer, j'étais fatigué, j'ai abandonné et je m'en suis voulu d'avoir abandonné la course après parce que c'était un championnat de France quand même. Est-ce que justement l'une ou l'autre de ces situations, c'est-à-dire ton meilleur souvenir ou alors ton pire souvenir, t'ont permis de retirer quelque chose de ces expériences? La première, ça m'a appris que tout était possible, que fallait pas partir perdant ou vainqueur et que dans une course tout peut se jouer. Donc même si t'es pas favori, tu peux remporter la course ou tu peux te qualifier ou faire un gros chrono. Et la deuxième, ça m'a appris que ouais, fallait pas abandonner parce que si tu commences à abandonner, ça peut devenir une habitude. Donc même si t'es fatigué, tu finis et la fois d'après, tu sais que tu seras obligé de finir. Du coup, tu vas te battre jusqu'au bout. Ok, super, c'est marrant. Vraiment, moi je suis épaté quand j'ai des sportives ou des sportifs à ce micro et encore plus quand c'est des petits jeunes comme toi. La maturité et la résilience dont vous pouvez faire preuve, ça m'épatera toujours. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Clément Leduc, alors encore plus petit que 23 ans, hein, moi je te regarde du haut de mes 40 ans, si tu pouvais te transformer donc en un tout petit Clément et te parler au Clément de 13-14 ans qui va aller courir son premier cross et qui va être l'outsider de ces championnats départementaux du NSS, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais la souffrance est éphémère et la déception l'est beaucoup moins. Du coup, tu donnes tout pour pas avoir de regrets. Waouh. Ok, attends, faut que je reprenne mes esprits un petit peu après une belle phrase comme ça. Il va y avoir du montage parce que du coup, tu vois, tu m'as tout chamboulé là.
J'ai perdu le fil de mes questions. Si tu devais réécrire une page du livre de ta vie jusqu'à présent, de tes 23 premières années, une page ou un chapitre, ou même si tu devais réécrire le livre, comment est-ce que tu le réécrirais? Qu'est-ce que tu changerais? Je me dirais commencer à être, j'emploierais le mot déterminé plus tôt et pas être feignant et travailler dans tous les domaines, même si ça en est une contrainte, parce que après la récompense est belle et on est toujours satisfait. Dans la continuité un petit peu de la question que je te posais tout à l'heure, si tu devais transmettre le flambeau à un petit jeune, on veut faire comme toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai dit avant, il faut travailler dur, il faut prendre en compte les qualités que vous avez, qualités et défauts, et optimiser ça pour être le plus performant possible, même si vous pouvez rencontrer des barrières sur votre chemin. C'est à vous de vous battre pour les dépasser, et pas vous plaindre sur votre sort en disant oui, mais j'ai moins de chance parce que ceci, cela. Il faut utiliser ce que vous êtes et optimiser pour réussir, voilà. Et même si vous avez plus de difficultés à l'école, juste travaillez plus et abandonnez pas. Et si vous travaillez plus que les autres, vous réussirez plus que les autres. Donc voilà, faut jamais abandonner, et peu importe qui vous êtes, vous pouvez réussir. Du coup, ça m'amène à une nouvelle question auquel j'avais pas encore forcément pensé. Si tu devais compléter la phrase, le talent c'est bien, mais l'entraînement c'est plus important. Super. Allez, dernière question, et ça normalement ça devrait être la plus facile. C'est le passage de témoin de ce podcast. Si tu devais nous recommander une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner? Ça dépend de quel niveau en tant que... Écoute, moi tout ce que je veux, c'est des gens francophones pour que mes auditrices et mes auditeurs puissent les comprendre. Après, laisse aller ton imagination. Dis-moi qui tu voudrais entendre à ce micro. Il y a beaucoup que je peux citer, beaucoup de noms. Allez, on va rester dans ma génération. Allez, Hugo pour rester dans ma génération, équipe de France Espoir. Ok, ça marche. Écoute, j'accepte le challenge. J'essaye de le contacter et puis de l'avoir à ce micro dans les prochaines semaines. Ce sera certainement un très bon invité pour le début de l'année 2021. Si tu devais conclure, qu'est-ce que tu nous dirais pour finir cet épisode? Si je devais conclure, alors c'est très dur de trouver des financements dans un sport qui est autre que le foot. Mais ouais, faut faire avec les moyens du bord, je dirais. Faut essayer de s'entraîner pour bien progresser, optimiser son potentiel et soigner son image pour attirer les sponsors privés et publics, et pouvoir avoir l'opportunité de financer sa carrière et voilà, de prendre plaisir et de pouvoir vivre de notre sport. Wow. Écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup de clôturer l'année 2020 de ce podcast de cette manière. Je te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de plaisir, beaucoup de performances, beaucoup de médailles. Peut-être qu'on te verra un de ces quatre au JO, pourquoi pas à Paris 2024? Ouais, j'aimerais bien, ça va être l'objectif, mais on est beaucoup à avoir cet objectif. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il va falloir optimiser son potentiel et être le plus performant possible. Donc je vais essayer et je vais mettre toutes mes chances de mon côté, et on verra ce que ça va donner. Bon, écoute, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai d'être au départ du marathon Open sur le parcours olympique, puisque c'est ce qui est prévu à Paris 2024. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser d'ici là. Après tout, dans 4 ans, t'auras certainement lâché le 10 000 pour passer sur le 42. Certainement. Ça marche. Merci beaucoup, Clément, pour tout ce que tu as partagé avec nous cette fois-ci. Je te souhaite encore beaucoup de bonnes choses pour la suite, et puis surtout une très bonne année 2021. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton temps et merci de m'avoir invité et je te souhaite une bonne année également, et à bientôt, j'espère, avant 2024. Merci, à bientôt Clément, ciao. À bientôt, ciao. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs.